Du coup, moi, je vais vous présenter la méta-analyse publiée par Villanueva et son équipe dans J.E. Patel en 2022 et destinée à analyser l'impact du carvedilol sur le risque de décompensation et la mortalité des patients cirrhotiques compensés. Petit rappel, mais je pense que vous connaissez déjà pas mal. Le carvedilol, c'est un bêta-bloquant non cardio-sélectif, donc ça agit au niveau de la contractilité, de l'excitabilité cardiaque. Ça agit aussi au niveau ça inhibe la vasodilatation splanchnique qui joue un rôle important dans l'hypertension portale. Et c'est aussi un alpha-1 bloquant qui, par l'intermédiaire de l'augmentation du monoxyde d'azote, induit une diminution des résistances vasculaires intrahépatique, et c'est ce qui fait probablement une partie de son intérêt en hépato. En cardio, en tout cas, c'est un médicament qui a été découvert dans la fin des années 70, rapidement utilisé dans l'hypertension artérielle, qui a prouvé tout son intérêt dans la prise en charge des patients avec insuffisance cardiaque sévère, notamment sur une diminution de la mortalité et une diminution de la morbidité cardiovasculaire. En hépato, c'est plus récent. Il y a des études au début des années 2000 qui laissent envisager un effet antioxydant, anti-inflammatoire, voire antifibrotique. Et finalement, il a fallu qu'on attende la fin des années 2010 pour vraiment s'y intéresser. C'est les mêmes auteurs du coup que cette méta-analyse. Ils ont mis en évidence une supériorité du carvedilol comparativement au propranolol dans la prise en charge des patients cirrhotiques avec hypertension portale cliniquement significative et patients compensés, notamment avec une meilleure diminution du gradient de pression portosystémique, une efficacité chez certains non-répondeurs au propranolol et avec un meilleur profil de tolérance. Ces recommandations ont abouti aux recommandations de Baveno-7, cette publication a abouti aux recommandations de Baveno-7 avec l'utilisation du carvedilol en première intention dans la prise en charge des patients cirrhotiques compensés avec hypertension portale cliniquement significative en prévention primaire de la rupture de varices œsophagiennes et selon FibroScan, plus ou moins plaquettes et endoscopie qui n'étaient du coup plus systématiques. Donc le carvedilol, c'est quand même un peu... on a envie de le mettre et on a envie de le mettre de plus en plus. Après, les études destinées à analyser la limitation de la croissance des varices œsophagiennes de bas grade, la diminution des ruptures de varices œsophagiennes de haut grade, l'impact sur la décompensation de cirrhose et l'impact sur la survie globale sont contradictoires, voire inexistantes, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette étude. Les auteurs ont donc réalisé une méta-analyse des données individuelles sur les participants, donc c'est-à-dire qu'ils récupéraient les données, ils demandaient aux auteurs des différents articles de transmettre les données de chaque patient, et même si c'est un peu lourd et coûteux, ça permet une standardisation des résultats et donc un gain de puissance. L'étude a suivi les recommandations internationales pour ce type de méta-analyse et utilisé des scores de propension sur l'âge, le sexe, l'étiologie de la cirrhose, le male, le child, la présence de varices œsophagiennes, la biologie et l'IMC. Les auteurs ont inclus des études randomisées publiées destinées à analyser l'impact du carvedilol en prévention primaire de la rupture de varices œsophagiennes de haut grade ou en prévention de la croissance des varices œsophagiennes de bas grade. Des études également destinées à analyser l'impact du carvedilol en prévention primaire de la décompensation de cirrhose des patients avec hypertension portale cliniquement significative. Et pour être inclus dans la méta-analyse, les patients devaient être majeurs, présenter une cirrhose compensée et sans antécédent de décompensation préalable, et avec un suivi sous carvedilol supérieur ou égal à 1 an. Étaient exclus les études non randomisées, incluant des patients décompensés avec un CHC ou une thrombose porte, les causes d'hypertension portale non cirrhotique ou l'utilisation d'autres bêta-bloquants, de dérivés nitrés, de statine ou la mise en place de TIPS. Les objectifs étaient multiples. D'abord, analyser la survie sans décompensation de cirrhose et la survie sans mortalité liée au foie. La décompensation de cirrhose était définie par une hémorragie digestive liée à l'hypertension portale, une DOA, une encéphalopathie hépatique. Et la survie sans décès lié au foie était définie par le décès ou la transplantation hépatique. L'autre objectif de l'étude était d'analyser l'impact du carvedilol au long cours sur chaque événement de la décompensation. Au total, ils ont identifié plus de 4000 études. Finalement, plus de 2500 ont été screenés, 126 éligibles, 12 avaient un protocole adapté et finalement 4 ont été sélectionnés, 2 carvedilol versus placebo et 2 carvedilol versus ligature de varices en prévention primaire. Au total, 352 patients avec des données disponibles pour l'analyse, pour la méta-analyse, un suivi moyen de 13 à 36 mois, 181 patients avaient du carvedilol, 79 LVO et 92 placebo dans le bras contrôle.
et le carvedilol était utilisé à 12,5 ou 25 mg par jour. La population globalement de sexe masculin, un âge médian autour de 50 ans, une grande proportion de patients cirrhotiques d'origine virale et en particulier d'hépatite C. Finalement, un quart de patients avec une cirrhose liée à l'alcool et à peu près un quart de patients autres dont la NASH, dont la cirrhose liée à la NASH. L'IMC était légèrement au-dessus de la normale. Une majorité des patients présentaient des varices œsophagènes de haut grade et la fonction hépatocellulaire était globalement préservée, mais c'était dans les critères d'inclusion. En analysant l'événement décompensation, transplantation hépatique ou décès, les auteurs ont mis en évidence une supériorité du carvedilol. Cette supériorité était également prouvée dans l'analyse de l'événement décès ou transplantation hépatique. L'analyse en forest plot confirmait cette supériorité et avec une analyse temporelle qui permettait de mettre en évidence l'intérêt du carvedilol et son utilisation au long cours. Les résultats étaient comparables après ajustement sur les facteurs de risque de baseline. L'analyse en sous-groupe mettait de nouveau en évidence une supériorité du carvedilol dans les différents groupes, c'est-à-dire quelle que soit l'origine de la cirrhose, quel que soit le bras contrôle, donc placebo ou ligature de varices, le child, et puis semblait particulièrement bénéfique pour les patients plus âgés. L'absence de varices œsophagiennes n'était pas associée au bénéfice du carvedilol. L'analyse de l'événement transplantation hépatique ou décès mettait en évidence à peu près la même efficacité, avec aussi une efficacité temporelle. Les résultats étaient comparables aussi après ajustement sur les facteurs de risque baseline. L'analyse en sous-groupe mettait en évidence la même chose, donc plutôt bénéfique dans la plupart des groupes, quelle que soit la cause de la cirrhose, le bras contrôle, et plutôt aussi pour les patients plus âgés. L'analyse du coup du critère de jugement secondaire, donc des événements liés à la décompensation, mettait en évidence une supériorité du carvedilol, particulièrement dans la décompensation d'acide. Il n'y en avait pas sur le risque d'hémorragie ou l'encéphalopathie, mais il y avait une hétérogénéité des différents groupes. Et les patients qui avaient du carvedilol présentaient plus d'effets indésirables, mais pas significativement plus d'effets indésirables sévères. Les points forts de cette étude sont liés à la technique de méta-analyse qui permet une puissance statistique non importante. Elle offre aussi une analyse temporelle des événements. C'est la première qui confirme vraiment l'efficacité du carvedilol dans la décompensation, en particulier dans l'événement acide. C'est aussi la première qui confirme le carvedilol dans la survie sans décès lié au foie. Les points faibles sont liés à cette population, mais c'était la même chose dans l'étude de 2019, avec beaucoup d'hépatites virales, notamment des hépatites C, et finalement on ne sait pas si les patients avaient bénéficié de traitement, et du coup l'impact que ça aurait pu avoir. On imagine qu'ils ont bénéficié d'un traitement. Et du coup, pour conclure, le carvedilol est un bêta-bloquant avec une activité alpha-1 bloquante qui est particulièrement intéressante dans la prise en charge de la cirrhose compensée avec hypertension portale cliniquement significative. L'utilisation au long cours du carvedilol permet une diminution de la décompensation, en particulier de l'événement acide, améliore la survie sans décès lié au foie. C'est la première étude qui valide le traitement en prévention de la décompensation. En plus, le carvedilol offre l'avantage d'être supérieur au propranolol d'un point de vue hémodynamique, et puis il est efficace chez les non-répondeurs au propranolol et avec un meilleur profil de tolérance. Il est en plus intéressant pour les potentiels effets antioxydants, anti-inflammatoires et antifibrosants. Et c'est ce qui fait que ce médicament a un impact de morbidité et de santé publique majeur, mais qui va probablement aller de plus en plus, quoi. Il n'y a en revanche toujours pas de traitement avant la prise en charge, pour prévenir l'apparition de l'hypertension portale cliniquement significative, et toujours pas de traitement pour les patients cirrhotiques décompensés. Merci. Merci beaucoup Raphaël. On va passer tout de suite à la présentation d'Émilie Malézieux, interne à Montpellier. Bonjour ou presque bientôt bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais prendre la suite de Raphaël pour terminer ce top publication et je vais vous parler du Quick Trans, un essai publié dans le Lancet Gastroenterologie en 2022, diligenté par l'équipe lilloise, concernant les résultats de la transplantation hépatique
pour les patients souffrant d'une hépatite alcoolique sévère résistante au traitement médical. Et je vais vous présenter les résultats à 2 ans. Donc, comme vous le savez, l'hépatite alcoolique, les patients atteints d'hépatite alcoolique sévère et résistants au traitement médical ont un pronostic très défavorable, avec une mortalité qui peut atteindre 80% à 6 mois. Et c'est cet essai Princeps publié dans le New England en 2011 qui avait montré, un essai lillois, qui avait montré le fort intérêt de la transplantation hépatique chez ces patients, avec un gain en survie très important. Vous voyez, 72% de survie à 2 ans versus 23% chez les non-transplantés. Des résultats confirmés dans une étude un peu plus récente, en 2018, un consortium américain rétrospectif, qui, vous le voyez en haut à droite, montrait des résultats de survie à 84% à 3 ans versus 17%, et qui fournissait des données sur la rechute en alcool, à peu près 34% à 3 ans, qui étaient associées à une augmentation de la mortalité. Ces données sont rétrospectives, sans groupe contrôle, et donc c'est l'intérêt, c'est dans ce contexte que se place l'étude QuickTrans, qui visait à évaluer le risque de rechute en alcool 2 ans après une transplantation précoce pour hépatite alcoolique, en comparaison avec des patients transplantés pour cirrhose liée à l'alcool avec au moins 6 mois de sevrage. Les critères de jugement secondaire étaient de définir les profils de consommation d'alcool après transplantation hépatique et comparer la survie globale entre les patients transplantés précocement en hépatite alcoolique sévère versus les non transplantés. Donc pour ça, une étude de grande envergure, puisque multicentrique, 19 centres, franco-belge, un design prospectif, contrôlé, et avec un objectif de non-infériorité. 3 groupes de patients ont été créés. Donc, vous aviez 2 groupes avec les patients en hépatite alcoolique sévère cortico-résistante. Soit les patients étaient inscrits sur liste de transplantation en fonction d'un algorithme décisionnel dont je vais parler après, et donc en attente de transplantation dans cette indication, soit les patients, malheureusement, n'étaient pas éligibles à la transplantation et donc étaient inclus dans le groupe pas de transplantation précoce. Et puis le groupe contrôle, composé des patients cirrhotiques, sevrés depuis au moins 6 mois en alcool, qui définissait le groupe transplantation hépatique standard. Ce fameux algorithme décisionnel a été utilisé dans cette étude pour essayer de savoir, pour chaque patient en hépatite alcoolique sévère cortico-résistante, si il pouvait être éligible à la transplantation. Donc, c'est un algorithme qui comprend des critères socio-addictologiques que vous voyez en bas à droite, donc histoire addictologique, motivation, avec des points également subjectifs. Et le seuil était fixé à 220. Pourquoi 220 ? Eh bien parce que dans l'étude Princeps de 2011, l'ensemble des patients transplantés avaient atteint en fait ce seuil. Donc il a été fixé à 220. Donc tous les patients en hépatite alcoolique sévère cortico-résistante ayant un score supérieur à 220 ont été inscrits sur liste de transplantation et les autres dans l'autre groupe. Donc 149 patients ont été évalués pour la transplantation hépatique selon cet algorithme, 102 inscrits donc sur liste de transplantation et 68 transplantés, et 47 à droite dans le groupe pas de transplantation hépatique. Et vous avez au milieu les 128 patients en transplantation en procédure de transplantation hépatique standard, sevrés depuis au moins 6 mois. Donc 93 ont été transplantés. Et c'est au moment de la transplantation hépatique qu'a débuté le suivi qui a duré 2 ans. Pendant le suivi de façon très régulière, tous les semaines, premiers mois, puis tous les mois, etc., a été recueillie la rechute en alcool qui était définie par toute journée passée à consommer au moins une unité d'alcool. Et puis la consommation importante, c'était au moins 30 grammes par jour chez la femme et 40 grammes par jour chez l'homme. Le critère de jugement principal était la comparaison, donc le taux de rechute en alcool à 2 ans, après la transplantation, entre le groupe transplantation hépatique précoce et transplantation hépatique standard, avec une hypothèse de non-infériorité placée à 10%. Les critères de jugement secondaire étaient le type de rechute en alcool, la survie globale à 2 ans après la transplantation hépatique. Les caractéristiques de la population, comme vous pouvez vous y attendre, les patients en procédure accélérée de greffe en hépatite alcoolique ont un MELD plus élevé que les patients dans le groupe standard, un MELD à 31 médian versus 22.
Je vous présente ici les résultats sur le critère de jugement principal. Vous voyez la courbe en bleu qui montre la rechute en alcool dans le groupe transplantation hépatique précoce à 2 ans, qui est de 34%, versus en rouge 25% pour le groupe transplantation hépatique standard. Une différence à plus de 9,1%, mais une bande supérieure à l'intervalle de confiance à 21, donc supérieure à 10. Donc on ne peut pas conclure à la non-infériorité sur le critère de jugement principal, donc concernant la rechute en alcool à 2 ans. Vous voyez la survie ici à 2 ans entre le groupe transplantation précoce versus standard, une survie qui est comparable, qui n'est pas différente en fait et qui est très bonne, à 90% quasiment à 2 ans. Et vous voyez ici les résultats sur la survie en fait entre le groupe tous les patients en hépatite alcoolique, donc le groupe transplantation précoce versus pas de transplantation. Et là, on confirme les résultats des essais précédents, cette fois de façon prospective et sur un plus grand échantillon de patients. La transplantation a beaucoup apporté dans cette indication. Je trouve un résultat très intéressant de ce travail, c'est la typologie de la rechute en alcool. Si vous regardez la figure de gauche, en fait, les patients, il n'y a pas de différence sur le temps passé à consommer de l'alcool entre le groupe transplantation précoce et transplantation standard. En revanche, les patients dans le groupe transplantation précoce ont 4 fois plus de risque d'avoir une consommation d'alcool importante, c'est-à-dire de consommer plus au moment où ils consomment. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour terminer, à mon avis, de ce travail? Donc, dans le duel qui va opposer la transplantation hépatique précoce à l'absence de transplantation sur la survie globale, eh bien là, c'est la victoire écrasante de la transplantation hépatique précoce. Il faut la proposer aux patients sélectionnés. En termes de survie globale, quand on compare la transplantation hépatique précoce et standard, eh bien là, pas de différence de survie. Donc encore un argument supplémentaire. En revanche, sur le plan addictologique, on ne peut pas, sur ce travail, conclure à la non-infériorité concernant la rechute en alcool, avec ces caractéristiques très intéressantes, je trouve, de type de consommation qui n'est pas plus fréquente, pas plus précoce, mais plus importante. Ce qui, à mon sens, donne toute la place à une collaboration avec les équipes d'addictologues, ce qui a été beaucoup abordé pendant ce congrès. Et ces patients ont probablement un profil de consommation un petit peu particulier et le suivi addictologique post-transplantation doit probablement être adapté. Je vous remercie de votre attention.